Bismillah. La duchesse douairière brodait dans ses appartements. Agnès et Doris marchaient dans le jardin, à portée de voix, puis elles rentrèrent s'asseoir dans l'un des salons du rez-de-chaussée, en se demandant, tout excitées, comment cela pouvait bien se passer. Peut-être Agnès se ferait-elle l'expérience elle-même d'ici un an, suggéra Doris. La jeune fille s'empourpra. Émilie échappa à la surveillance de sa gouvernante pour se réfugier dans un coin du jardin d'hiver. Ashley l'y dénicha et s'assit près d'elle en lui tenant la main. Au bout d'un moment, elle posa la tête sur son épaule. Quant à Henrietta, elle alla rejoindre Luc dans la bibliothèque mais ne s'y attarda pas quand elle s'aperçut qu'elle n'était même pas conscient de sa présence. Il arpentait la pièce comme un tigre en cage. Anna était en travail, cela avait commencé la veille, peu après qu'elle se fût retirée pour la nuit. Dès qu'elle en avait été sûre, elle était allée trouver Luc au lieu de sonner sa femme de chambre. Il avait jailli de son lit comme si on lui avait versé un seau d'eau glacée sur la tête, et il l'avait porté jusqu'à son propre lit, malgré ses protestations. Peu après, Anna se trouvait en compagnie de sa camériste, de Madame Wynne, et on avait envoyé chercher le médecin. Personne d'autre n'avait été dérangé, et Anna espérait qu'au matin, ils auraient une bonne nouvelle à annoncer. Mais le travail durait. Elle avait l'impression qu'elle n'en finirait jamais. D'une voix geniarde, qu'elle ne reconnaissait pas, elle réclamait des compresses fraîches, que l'on ouvrit la fenêtre, qu'on lui massa le dos. Cette voix semblait appartenir à une autre, pourtant elle était incapable de la modifier. La véritable Anna se repliait sur elle-même, se cachait contre la douleur, l'angoisse, l'impatience et surtout contre la peur de mourir, ou pire encore, de perdre son bébé. Vers midi, la nature des contractions changea, et cette voix étrangère se mit à appeler le médecin de toutes ses forces. Ensuite ce furent les poussées, les brefs moments de répit, la respiration haletante, la douleur. Elle suivait aveuglément les instructions qu'on lui donnait. Enfin, il y eut l'ultime poussée, aussitôt suivie d'un piaillement indigné. Anna riait et pleurait à la fois, tendant les bras vers l'enfant qui hurlait, sanguinolent, affreux, magnifique. Luc blêmi quand Madame Wynne vint frapper à la porte de la bibliothèque. « Sa grâce a mis le bébé au monde, dit-elle dans une révérence. La mère et l'enfant sont prêts à vous recevoir, votre grâce. » Il la regardait se demandant si le bourdonnement qui emplissait sa tête signifiait qu'il allait s'évanouir. Puis il passa devant la gouvernante sans un mot et monta l'escalier 4 à 4, ce qui n'était pas arrivé à sa grâce depuis 15 ans, fit remarquer Cotte à Madame Wynne. La chambre était parfaitement silencieuse. Luc ne vit même pas la camériste d'Anna quitter la pièce. Du seuil, il fixait le lit d'où sa femme le regardait, des yeux agrandis, un petit paquet blanc entre les bras. « Vous avez une fille, Luc, dit-elle d'une voix un peu tremblante. « Une fille ?» De nouveau le bourdonnement d'oreille. C'était une fille. « Vous vous sentez bien ?» demanda-t-il. « Oui, juste un peu lasse. »« Une fille. » Elle s'approcha du lit et aperçut un petit visage tout rond, avec des yeux en fente de tirelire. Des cheveux bruns, une main minuscule mais parfaitement formée, avec 5 doigts, 5 ongles. Sa fille, leur fille. Il était père, il n'était plus seul, il n'était plus simplement la moitié d'un couple. Il était père, chef de sa propre famille. Il avait une fille qui était la chair de sa chair. Comme dans un rêve, il se pencha, glissa la main sous les langes, une autre sous la tête du bébé, et il le souleva. Il ne pesait rien, mais il était chaud, doux, et il faisait de petits bruits de succion. Mon Dieu, il tenait entre ses mains une vie humaine, une vie qu'il avait contribué à créer, une vie dont il serait responsable durant des années et des années. Son enfant, sa fille. Une immense bouffée d'amour lui étreignit le cœur et ne le lâcha plus. L'amour était l'émotion la plus exaltante de l'existence, la plus effrayante aussi, se dit-il, sans avoir bien conscience de ce qui lui arrivait. L'amour rendait la vie digne d'être vécue, pas la quête du plaisir, l'amour. Or, l'amour venait de surgir pour lui sous la forme de petits paquets humains, pas spécialement jolis, mais c'était à eux, à Anna et lui, leur fille, leur trésor inestimable. Et soudain sa vision se brouilla. Il sentait seulement sa tiédeur, son incroyable légèreté, il entendait ses vagissements. Luc, derrière lui, la voix d'Anna était tenue, hésitante. « Je suis désolé. »« Désolé. » Il cligna des yeux. « Peut-être aurons-nous un fils l'année prochaine, reprit-elle. Il comprit brusquement pourquoi elle semblait en détresse. C'était normal, il l'avait épousée pour avoir des fils. Et il le lui avait assez dit, comme un idiot qu'il l'était. Il se tourna vers elle. « Je ne veux pas penser à l'année prochaine, Anna, » murmura-t-il. « Seulement à cet instant, à ce jour. Nous avons une fille. Elle est superbe. Regardez-la, c'est une pure merveille. »« Vous n'êtes pas trop déçu ?» lui demanda-t-elle une prière au fond des yeux. « Déçu ?»
Il reposa doucement le bébé dans les bras de sa mère avant de s'asseoir au bord du lit. J'avais envie d'une fille, Anna. Par devoir, j'aurais dû espérer un garçon. Mais en réalité, je préférerais une petite fille. Très précisément, cette petite fille-là. Anna fondit en larmes, malgré ses efforts pour étouffer ses sanglots. Vous avez vraiment imaginé que je serais déçu, que je la rejetterais parce qu'elle n'a pas le sexe qui convient? Comment aurait-elle pu penser qu'il éprouverait le moindre sentiment pour ses enfants, fussent-ils des garçons alors qu'il s'était toujours prétendu incapable d'aimer? Lui-même n'en savait rien. Il ignorait qu'il se prendrait d'amour pour son bébé au premier regard, qu'un miracle, un terrifiant miracle, l'attendait devant ce lit. J'étais si heureuse, Octéana, si heureuse quand on l'a mise dans mes bras et que je l'ai vue. Rien n'avait d'importance sauf qu'elle soit là, bien vivante. J'avais envie de partager cette joie avec vous. Puis je me suis rappelé. Vous êtes épuisée, Anna, coupa-t-il. Il faut vous reposer. Mais soyez certaine que je suis plus heureux que si vous aviez accouché de 3 garçons. Elle émit un petit rire tremblant. Nous aurons tout le temps d'avoir des fils, ma chérie. Et si nous n'y parvenons pas, eh bien ce ne sera pas la fin du monde. Comment allons-nous l'appeler? Je n'y ai pas encore pensé. Sottement, j'étais persuadé qu'il s'agissait d'un garçon. Catherine, Elisabeth, Isabelle. Joy, suggéra-t-il. Lady Joy Kendrick, avec quelques autres prénoms plus longs afin de lui donner de l'importance. Cela vous plaît? Joy? Elle sourit pour la première fois depuis qu'il était entré dans la chambre. Le vrai sourire d'Anna, plein de soleil. Oui, Joy. Luc caressa la joue de sa petite fille avant de déposer un baiser sur les lèvres de la mère. Merci, Anna, dit-il, pour Joy. C'est un merveilleux cadeau. Dormez maintenant. Je vous envoie votre camériste. En effet, Anna était épuisée, mais elle se sentait incapable de dormir tant elle était bouleversée. Elle tourna la tête vers sa fille. Joy. Il l'avait appelée Joy. Il avait dit qu'elle était un merveilleux cadeau, qu'il avait toujours désiré une fille. Il n'était pas contrarié ni déçu. Et il avait regardé sa fille avec une expression qu'elle ne lui avait jamais vue auparavant. Il aimait leur petite fille. Peut-être restait-il un peu d'espoir. L'espoir d'un avenir avec Luc et Joy, avec d'autres enfants. Bien qu'elle n'eût guère envie, pour l'instant, de répéter l'épreuve de la nuit. Pourtant, elle savait qu'elle recommencerait, ne fût-ce que pour avoir de nouveau Luc auprès d'elle. Elle l'avait senti tellement distant ces 3 derniers mois, il ne l'avait pas embrassé une seule fois, sauf tout à l'heure. Mais il allait lui revenir, et tout le reste s'arrangerait. Elle était une épouse et une mère. Sir Lewis Bladen allait peut-être la laisser tranquille maintenant. « Madame, ne pleurez pas, » dit la femme de chambre qui venait d'entrer sur la pointe des pieds. « Sa grâce a-t-elle été dure avec vous? Ce sera un garçon la prochaine fois, j'en suis sûr. Et puis elle est si mignonne. Pauvre petite, elle est juste arrivée un peu trop tôt. Elle aurait dû laisser d'abord la place à un garçon. » À travers ses larmes, Anna sourit à son petit paquet de joie. Celui qui a ordonné que l'on sonne les cloches cet après-midi sera sévèrement puni, déclara la duchesse douairière à la table du dîner le soir même. Mais je suppose que tu t'en es déjà occupé, Lucas. C'est moi qui ai ordonné que l'on sonne les cloches, madame, répondit-il, afin d'annoncer aux villageois la naissance de mon premier enfant. Tu aurais dû me consulter, Lucas. À Bowden, les cloches annoncent seulement la venue au monde des garçons. Donc tu as envoyé un faux message aujourd'hui. Non, le message était le bon. La duchesse de Harndon a donné naissance à un enfant. Et vous, madame, vous êtes contentée de prendre des nouvelles de la santé d'Anna. Pas un mot pour moi. Ashley m'a serré la main, Doris m'a embrassé, Agnès m'a félicité. Mais tous les 3, vous donnez l'impression de dissimuler votre joie. Henrietta m'a fait part de sa commisération. Les domestiques sont silencieux. On dirait qu'il y a eu un deuil dans la maison. Émilie est la seule à s'être jetée dans mes bras, à avoir inondé ma cravate de larmes et à m'avoir dit avec ses yeux combien elle était heureuse pour nous. Émilie, dit doucement Henrietta, ne peut pas comprendre combien il importe pour un homme de votre rang d'avoir un héritier, Luc. Pauvre Anna, elle doit être désespérée. J'essaierai de lui mettre un peu de baume au cœur. Espérons, intervint la douairière, qu'elle remplira son devoir l'année prochaine. Voulez-vous dire, mère, demanda Doris, que les cloches ont sonné pour la naissance de Georges et celle de Luc, mais pas pour la mienne? Elles sonneront pour ton mariage, Dor, déclara Luc. Il vit les yeux de sa sœur s'écarquiller en entendant le diminutif d'autrefois. Et elles sonneront pour chacun de mes enfants, quel que soit leur sexe, ajouta-t-il. Je n'échangerai pas la petite fille qui dort là-haut contre une douzaine de garçons. Je vais faire prévenir Théo, Lady Stern, Victor, l'autre sœur d'Anna, et je les inviterai au baptême. D'ailleurs, Luc, dit Ashley en souriant, tu es déjà un héritier. Non que je convoite cet honneur, je le précise bien vite.
Je n'ai pas l'intention de me marier tout de suite, fit Doris, qui regardait son frère avec une certaine méfiance. Mais cela arrivera. À ma connaissance, les jeunes filles jolies et bien nées tombent un jour ou l'autre sous la flèche de Cupidon. Or tu es tout cela d'or. Elle rougit de plaisir. Luc s'adressa à l'impassible majordome qui se tenait près de la desserte. Cotte, vous ouvrirez 3 bouteilles de vin pour le souper des domestiques, et vous les boirez à la santé de Lady Joy Kendrick. Informez mon personnel que c'est une naissance qu'il fête, et que le premier que je vois, avec une tête de 6 pieds de long, demain matin, sera chassé sur le champ. Compris? Oui, votre grâce, murmura l'homme toujours aussi digne. Sur ce, Luc se leva avec les autres convives. Il ne permettait jamais aux dames de quitter la table les premières, sauf lorsqu'elles recevaient. Il avait été clair, les obligations ne gouverneraient pas sa vie, ne le priveraient pas de joie. Joie, quel joli mot, bien plus beau que plaisir. Le plaisir n'apportait que de vains amusements, alors que la joie offrait tout, amour, bonheur, peur, chagrin, vulnérabilité. Il comprenait parfaitement que l'amour avait percé la cuirasse dont il entourait prudemment son cœur depuis 10 ans, presque 11. Un seul instant, celui où il avait posé les yeux sur sa fille, avait suffi. Il aimait sa petite Joy, avec une intensité presque effrayante, et il avait pour la première fois depuis des années le besoin de partager la force de ses sentiments. Il avait fait sonner les cloches bien qu'il ne se fût pas rendu à l'église depuis son retour à Bowden. Il avait reproché à sa famille la froideur de ses congratulations. Il avait déjà pensé à la cérémonie du baptême. Il avait même éprouvé une certaine tendresse à l'égard de Doris et d'Ashley, dont il s'était senti trop loin. Une envie de se réconcilier avec eux, en quelque sorte. Déjà, il s'était parlé, ce qui leur arrivait rarement. Quant à Anna, d'elle aussi il était loin, depuis 3 mois. Il s'adressait la parole avec courtoisie, mais il ne leur restait plus de commun que les tâches, pas le plaisir. Or, il voulait qu'il revienne, ce plaisir, peut-être même un peu de joie. Il y avait sûrement plus dans leur relation que devoir et plaisir. Un tout petit enfant avait trouvé le défaut de son armure, ce matin, et avait fait voler celle-ci en éclats. À présent, il se sentait un peu nu, un peu déconcerté, mais il avait bien envie de refermer cette cuirasse sur lui, y incluant cette fois sa toute nouvelle capacité à aimer. Sitôt le dîner terminé, Luc s'excusa auprès des siens pour monter dans la chambre de sa femme. Il frappa doucement et il attendit que la camériste vienne lui ouvrir. « Vous pouvez descendre fêter l'événement avec les autres, Penny, dit-il. Elle passa devant lui en esquissant une révérence tandis qu'il entrait sans bruit. Anna appuyait ses oreilles et nourrissait Joy. Elle lui sourit et il vint s'asseoir près d'elle. Il baissa les yeux vers sa poitrine. Et l'amour lui coupa de nouveau le souffle. Elle pleurnichait, expliqua Anna. Alors j'ai pensé qu'elle avait peut-être faim, mais finalement je ne crois pas. L'enfant avait le sein de sa mère dans la bouche, mais elle ne tétait pas. Elle est calme, dit-il. À mon avis, elle doit se sentir bien. Là, je suis désolé que vous soyez arrivé à ce moment, Luc. Vous êtes si magnifique, vous portez les mêmes vêtements que le soir où nous nous sommes rencontrés. Bien que personne n'eût osé lui en faire la remarque à table, Luc avait bien eu l'étonnement de le voir si habillé pour un repas familial. Mais il avait ressenti le besoin d'honorer ainsi la naissance de son enfant. Alors que moi je suis comme ça, poursuivit Anna avec un petit rire d'excuse. Vous étiez ravissante dans votre robe verte le soir du bal, madame, dit-il. Mais aujourd'hui vous me paraissez 10 fois plus belle. Elle éclata de rire, ravie. Où allez-vous chercher de telles galanteries, Luc? As-tu entendu le compliment de ton papa, Joy? La petite fille semblait s'en moquer éperdument. Les cloches ont sonné pendant une demi-heure cet après-midi, annonça Luc. Les domestiques boivent du vin à l'office. Je vais envoyer des invitations dès demain à nos familles pour le baptême. Et je porte ma veste rouge, on n'est pas tous les jours père pour la première fois. Luc, commença Anna. Elle secoua la tête et sourit de nouveau. Puis-je? Il tendait la main vers le bébé qu'il prit dans ses bras. Il regarda tendrement le petit visage rond. Elle a perdu ses plaques rouges, dit Anna. Des plaques rouges? Elle me semblait aussi jolie tout à l'heure. Anna, détendue, contemplait son mari émerveillé, un tout petit peu envieuse. Il souriait. Lawrence Colby ne nageait pas dans le bonheur depuis le retour de Luc à Bowden Abbey. Il y avait 5 ans qu'il régissait le domaine à sa guise, durant 3 années parce que George, le duc de Arden, était trop dépressif pour s'occuper de la marche des affaires, et les 2 dernières parce que le nouveau duc vivait à Paris et semblait se soucier comme d'une guigne de son héritage. Colby avait du mal à s'adapter au retour de Luc, et surtout au fait qu'il s'intéressait de très près à tout ce qui concernait ses terres.
qu'il avait des idées arrêtées sur la façon dont il fallait gérer Bowden Abbey. Or, ces idées impliquaient de dépenser beaucoup de cet argent que Colby avait soigneusement économisé. Il s'agissait principalement d'améliorations qui profiteraient aux fermiers plus qu'au duché proprement dit. Colby était un homme honnête, mais depuis presque un an, il était contrarié. Et lorsqu'on lui proposa du travail à une centaine de kilomètres de là, il accepta le poste, bien qu'il ne fût pas mieux rémunéré. Ce n'était pas la fortune que recherchait le régisseur de Bowden, mais le pouvoir, l'autonomie. Aussi donna-t-il sa démission avec une semaine de préavis, en plein milieu du mois de mars, juste à l'arrivée du printemps qui était la période la plus active de l'année. Luc était un peu perdu, bien qu'il se consacrât avec sérieux à ses affaires. Il ne connaissait en réalité pas grand-chose à la manière de diriger un domaine de cette importance. Un matin, en entrant dans son bureau, il fit la grimace. Tous les dossiers, tous les livres de comptes avaient été transférés des quartiers de Colby. Et il y en avait partout sur la table, par terre. Il ne savait même pas par où commencer. Il lui fallait absolument un nouveau régisseur, mais où en trouver un de qualité en si peu de temps? Il devrait peut-être aller voir Will, à Wycherley, et lui demander conseil. Lord Severidge connaissait tout et tout le monde sur ce plan-là. Il fut interrompu dans ses réflexions par l'entrée de son épouse. « Elle dort » demanda-t-elle. « Pardon ?» Il se souvint qu'il avait le bébé dans ses bras. Sa famille, comme les domestiques, s'étonnait de le voir emmener souvent la petite fille avec lui. En général, les pères se contentaient de voir leurs enfants quelques minutes par jour. Et encore, lui avait expliqué sa mère, réprobatrice, après qu'il eut reçu des visiteurs avec sa fille dans les bras. « Oui, répondit-il à Anna. Elle a dû s'endormir d'ennui parce que j'ai oublié de lui parler. Avez-vous déjà vu une telle pagaille, Anna ?» Elle lui prit le bébé. « Je vais l'emmener à la nurserie, dit-elle. Vous savez, mère dit que l'on pourrit les enfants en les gardant trop dans les bras. » Pauvre Luc, c'était un peu rude de la part de M. Colby de s'en aller si soudainement. Avez-vous pensé à Ashley ? Ashley ? Doris m'a dit qu'il ne quittait guère M. Colby pendant les vacances, après votre départ, et il passe beaucoup de temps avec William. Luc l'ignorait. Comment Anna avait-elle appris tout ça ? Vous suggérez que je lui demande de m'aider ? À quoi servirait la famille sinon ? Mais ce n'était pas une famille ordinaire. Comment solliciter la collaboration d'Ashley ? Et pourtant, c'était peut-être l'ouverture qu'il cherchait. Depuis 3 semaines que Joy était née, les 2 frères s'observaient avec prudence. Luc n'oubliait pas le sourire chaleureux du jeune homme le jour de la naissance, et le lendemain, il lui avait serré la main avec plus d'affection encore, en lui assurant qu'il était sincèrement heureux pour lui. « Il refusera, dit-il. « Peut-être, mais comment le saurez-vous si vous ne lui en parlez pas ? Je vous en prie, Luc. » Il aurait dû se douter qu'elle se prendrait pour sa conscience, qu'elle le pousserait à faire des choses auxquelles il ne tenait pas, aussi irritantes que Théo. Il trouva Ashley au jardin, il traversait la pelouse avec Emily qui lui donnait la main et portait un bouquet de jonquilles. Tous 2 riaient, l'adolescente à sa manière un peu étrange. « J'aimerais avoir un entretien avec toi, Ashley, dit Luc quand ils furent assez près pour qu'Emily pût lire sur ses lèvres. Vous devriez aller voir votre nièce avant qu'Anna la couche, Amy. » Elle le gratifiait de son beau sourire et s'élança en courant vers la maison. Ashley semblait un peu inquiet. « Qu'ai-je fait » demanda-t-il. « Tu as l'air grave. Tu es certain que tu ne préfères pas t'asseoir à ton bureau, moi de l'autre côté ? Je ne te verrai pas derrière la pile de dossiers que m'a laissé Colby. J'ai besoin de toi, Ash. » Son frère haussa les sourcils. « Ash, sacrebleu, il y a bien longtemps qu'on ne m'a pas appelé ainsi. Et en quoi puis-je t'être utile ? Tu ne t'es jamais imaginé dans le rôle d'un régisseur ?» Ashley écarquilla les yeux. « Tu veux que je prenne la place de Colby ? Si tu penses en être capable, et si ça te convient, tu n'as aucune obligation envers moi. C'est bien ça l'ennui. Dans ma chienne de vie, je n'ai d'obligation envers personne, mais je dépends de tout le monde. Parfois je me dis que je ferais aussi bien de me tirer une balle dans la tête. » « Non, coupa sèchement Luc. Je suppose, reprit Ashley, que j'aurais dû me décider pour l'église ou l'armée quand on me l'a proposé. Pas si cela te rebutait. Il faudra que nous en parlions sérieusement, Ash, que nous essayions de trouver ce qui te motive vraiment. En attendant, acceptes-tu de m'aider, le temps que je trouve un remplaçant à Colby ?» Ashley acquiesça d'un signe de tête. « À vrai dire, Luc, je me suis toujours intéressé aux affaires. J'ai un jour fait allusion à la Compagnie des Indes de Vampère et il est entré dans une colère noire. Jamais sans fils. Tu devines la suite ? Pourtant, j'avais envie d'aller là-bas. » Luc l'observait attentivement. « Tu avais envie ?» Ashley hocha les épaules. « Nous envisagerons cette possibilité si ce que tu souhaites, Ash. Mais si tu voulais bien m'aider pendant que nous cherchons la meilleure solution pour toi. »
Le jeune homme sourit. « Tout est dans ton bureau ?» demanda-t-il. « Je vais y jeter un coup d'œil. J'ai toujours prié Colby de m'expliquer comment fonctionnait le domaine. Oui, je vais le faire pour toi, Luc. » Luc tendit la main à son frère, la prit après une brève hésitation. « Je me suis plutôt mal débrouillé face à un certain nombre de problèmes depuis mon retour, H, dit Luc. Tu m'accordes une seconde chance ?» Ashley éclata de rire. « Si ça avait été Père ou même George, j'aurais reçu la plus belle raclée de ma vie. Et j'en aurais mérité chaque coup. Ton mépris a été pire, d'une certaine manière, parce que je ne m'y attendais pas. Mais il a sans doute eu plus d'effet sur moi que des coups de fouet. M'accordes-tu à moi une seconde chance ?» Luc lui posa la main sur l'épaule. « Oui, et sur le champ. Au travail, mon cher. Pardon, au travail, mon frère. »